bonsoir. Donc je vois quelques visages connus, mais je ne sais pas de ces côtés. Vous venez du travail, des études. Ok, ça va. Du travail. Et oui. Profession libérale. Peut-être que vous pouvez être retourné à étudier, hein? Donc je ne suis pas perdue. Mais... Bon, merci. Alors, bon, bienvenue. J'ai ce soir cette charge de vous parler du stress au travail, de la prévention du stress au travail. Ce n'est pas vraiment mon sujet, hein? Ce n'est pas vraiment un sujet que me passionne beaucoup. Donc, j'ai eu un peu des difficultés à organiser cette présentation parce que tout le temps, je cherchais de retourner un petit peu vers les choses qui me plaisent. Hein? Donc, je ne sais pas si c'est réussi, hein? Mais dans tout cas, c'est ça qui m'a été demandé. Donc, bon, je m'occupe du travail, je m'occupe des organisations, je m'occupe des qualités de vie au travail et bien sûr, la qualité de vie pour réaliser la qualité de vie, on se doit occuper de comment on doit prévenir éventuellement des problèmes comme dans ces cas le stress. Donc je cherche de faire une présentation essentielle hein, sur certaines choses. Le choix que j'ai fait, le stress, c'est énorme, hein, donc c'est un domaine qui maintenant, je ne sais pas, il compte presque 30 ans d'années de recherche qui se sont développées dans une manière incroyable dans tout le monde, donc c'est une thématique aussi professionnelle importante. Donc, voilà, il y a une quantité de choses à dire là-dessus que penser d'orienter une conférence sur certains éléments qui pouvaient vous intéresser, ça a été mon objectif. Donc je vais voir si ça est réussi. Dans tout cas, si vous avez des questions, si vous voulez m'arrêter pendant mon discours, je n'ai pas de problème. Hein, donc vous pouvez tranquillement me poser des questions pendant que je vais vous présenter. J'espère qu'il ne sera pas trop lourd, parce qu'effectivement, quelquefois, on a un peu de difficulté à sortir hein, dans notre profil de recherche ou de chercheurs. Et donc, quelquefois, c'est un peu compliqué de trouver les mots plus adéquats pour une soirée, comme les conférences, ces types de conférences qui organisent ici à Epsilon. Donc voilà, bon, la première image n'est pas vraiment, hein, mais je pense que ça donne un peu l'idée que le stress, hein, qu'est-ce que c'est effectivement. Alors, j'ai l'intention de partir de là, de partir du travail, parce qu'effectivement, pour parler de prévention du stress au travail, il faut aussi dire qu'est-ce que c'est le travail pour les gens. Donc, bon, le travail, c'est une activité la plus saillante et permanente hein, dans la vie des personnes. Donc, il va durer 40 ans, hein, au moins 40 ans. Après, il y a le temps de préparation au travail, on peut ajouter aussi. Hein. Donc, il est vraiment un temps long et des tâches qui sont réalisées tous les jours pendant la vie. Donc, c'est quelque chose de vraiment extrêmement important. Contribue à la sécurité, à l'identité de la personne. Donc, la personne, à travers le travail, il va bien sûr à se former une identité professionnelle, qui est une partie très importante de l'identité globale de la personne, ou des différentes identités de la personne. Et bien sûr, apporte un bien-être, hein, un bien-être bien sûr physique, mais aussi psychologique. Pendant la vie du travail, les personnes aussi, ils ont la possibilité, et ça c'est la partie, si vous voulez, la plus intéressante, de se développer, d'augmenter, d'intégrer, d'évoluer dans les compétences, par exemple, donc d'apprendre continuellement en faisant, à travers l'expérience, à travers la pratique du travail, il apprend continuellement. Donc il apprend des capacités nouvelles, il apprend des nouvelles connaissances.
Et bien sûr, ils construisent des domaines, des connaissances, des domaines des pratiques, des activités qui donnent du sens à la personne. Donc, ils fonctionnent à travers des compétences qui s'expriment tous les jours dans la vie du travail. Et ces compétences donnent aussi un sens, un sentiment à la personne d'être capable de faire des choses, d'être capable de gérer un domaine de vie, dans ces cas, le domaine professionnel. Et après, il y a une autre partie importante qui sont les relations. Donc, à travers la vie au travail, la personne construise, va régler, d'une certaine manière, des relations avec d'autres personnes, qui peut-être les collègues, les supérieurs, les clients, etc. Donc, exerce aussi des formes de pouvoir à travers ça. Donc voilà, ils sont des éléments, sont presque des éléments positifs hein, du travail, il n'y a pas des éléments négatifs là-dessus. Mais une petite réflexion sur aujourd'hui, parce que c'est de là qui va un petit peu à démarrer la question du stress aussi. Maintenant, on dit toujours qu'il y a vraiment des conditions difficiles au travail, que les personnes ont du mal à gérer les activités du travail, les différentes demandes, les conditions qui sont devenues toujours plus stressantes, effectivement. Donc, juste pour vous dire quelque chose, quels sont les éléments qui fréquemment on retrouve toujours dans la presse, mais toujours dans les chercheurs qui s'occupent de ça. Donc, par exemple, les conditions de travail, l'aménagement du temps de travail, le temps qui s'est devenu un peu fluide, le temps du travail qui va un peu s'occuper aussi de la vie privée, qui va occuper un petit peu la vie privée, l'intensification du travail, donc il semble qu'on fait beaucoup de choses dans un temps inférieur, par exemple. Par exemple, la semaine de travail comprimée, les horaires de travail flexibles, etc. sont seulement certains des éléments qui semblent appartenir au travail actuel, au travail d'aujourd'hui. Après, il y a aussi une nouvelle conception des tâches. Donc, qu'est-ce que signifie que les tâches sont enrichies. Bon, avant, on disait que comme les tâches c'était trop simple, trop minimal, les personnes ne pouvaient pas continuer, s'ennuyer, il y avait un peu de monotonie, etc. Maintenant, c'est le contraire, semble être le contraire, que les tâches sont beaucoup élargies aussi. Il y a la rotation des postes, donc une personne peut être demandée de travailler aujourd'hui sur un certain nombre de tâches aidément à d'autres tâches, par exemple, un travail qui est un peu à côté de lui, ou un travail d'un collègue, etc. Donc il y a vraiment une augmentation de demande sur le côté des tâches à accomplir. Et bien sûr, ils sont augmentés aussi les responsabilités, mais c'est un peu, comme on dit, va suivre un petit peu l'augmentation des qualifications des gens. Donc les personnes sont plus qualifiées, ils ont des compétences plus élevées. Bien sûr, les tâches sont aussi un peu plus complexes, donc ils demandent de la responsabilité, de plus en plus, la participation, donc d'être un peu plus partant aussi de certaines décisions, de l'application, d'une certaine polyvalence, donc il y a l'augmentation des activités collectives, donc la demande de travailler en équipe, qui n'est pas la chose plus simple du monde, et que, bien sûr, il demande d'autres capacités, d'autres compétences à mettre en place. Et après, le travail en présentiel et en virtuel. Par exemple, les personnes qui travaillent à la maison ou qui travaillent avec des collègues qui sont de l'autre côté du monde, par exemple, donc qui travaillent à distance. Donc, il y a toute une série d'exigences que le travail demande aux personnes. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent comme résultat? Ils viennent que nous avons un nouveau modèle d'homme au travail, il semble. Bon, regardez, j'ai mis un peu des choses. Un homme flexible, homme-femme, c'est clair. Flexible, autonome, responsable, travaillant dans une organisation souple, avec des horaires variables, répartissant son travail entre son domicile et son bureau, négociant ses objectifs, passant des contrats avec ses supérieurs
évaluer régulièrement, cherchant à s'insérer dans un contexte multiculturel, intégré. Là, ils sont vraiment beaucoup de choses qui semblent tomber sur la tête du pauvre travailleur d'aujourd'hui, peut-être de demain. Donc, on demande aussi à cet homme, à cette femme, de résister, de s'adapter au stress, d'élever un petit peu la capacité de résister à des conditions de stress. Bon, c'est vrai tout ça. Qu'est-ce qui sort? Juste pour vous donner quelques idées, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail a classé 42 types de risques psychosociaux. Alors maintenant, on ne parle pas plus seulement de stress, on parle de risques psychosociaux, et le stress, c'est un des risques psychosociaux. Donc, l'Agence européenne a classé 42, imaginez combien de situations, des risques on a dans le contexte du travail, et 10 sont plutôt émergents. Et donc, sont les risques liés aux nouvelles formes de contrats de travail, à l'insécurité de l'emploi. Maintenant, on n'a plus le travail pour toute la vie, on a plutôt des contrats qui terminent, on doit trouver d'autres contrats. Donc, l'insécurité du travail et les formes flexibles. Au vieillissement de la main-d'œuvre, on doit travailler plus, un peu plus dans la vie. Donc, bien sûr, que les personnes qui sont un peu plus âgées et qui doivent encore travailler, peut-être qu'ils doivent travailler d'une autre manière. Peut-être pas comme ils travaillaient à 30 ans. On doit trouver des formes pour faire travailler les gens un peu plus, de manière efficace, si possible, en santé, si possible. Bien sûr, l'intensification du travail, on l'a vu, aux importantes contraintes émotionnelles de certaines activités. Ils ne sont pas seulement l'activité, notamment des infirmières ou des professeurs, des enseignants, par exemple, des écoles. Il y a beaucoup de professions qui demandent un effort du côté émotionnel que, bien sûr, c'est compliqué à gérer le côté émotionnel. Et vous savez que jusqu'à, je pense, une dizaine d'années, dans les recherches du travail, personne ne s'occupait des émotions. Donc il n'y avait pas un intérêt des chercheurs à s'occuper d'une manière scientifique des émotions des gens au travail. Oh oui, la profession infirmière était plutôt une profession très recherchée pour le burn-out, de prévalence. C'était presque la seule. Les enseignants un petit peu, mais il y a beaucoup de métiers dans lesquels la côté relationnel, c'est tellement important que la partie, si vous voulez, émotionnelle, beaucoup liée aux relations, il devient de plus en plus un élément des risques élevés. Et après, il y a une autre chose que c'est vraiment bien recherché dernièrement, qui c'est l'équilibre entre la vie privée et l'activité professionnelle. Là, on parle déjà de conciliation, on ne parle pas de conflit, on évite de parler de conflit, mais on cherche de trouver effectivement quels sont les éléments qui permettent à une personne de mettre en conciliation, de concilier bien entre la vie privée et la vie professionnelle, et de voir comment il y a un enrichissement réciproque. Et donc là, ça donne une aide importante pour la qualité de vie au travail. Donc, il y a comment une sorte de, je sais pas, de préoccupation au niveau européen. Je parle du niveau européen pour élargir un petit peu la perspective, et parce que les données sont plutôt à ce niveau-là. Regardez là, il semble que le 28% de travailleurs, ça dit l'agence, c'est une enquête qui a été faite, souffrent de stress. 28%. C'est beaucoup, hein. Entre 50 et 60% des journées de travail sont perdues pour le stress, spécifiquement stress. Dans les 15 premiers États membres de l'UE, le coût annuel du stress au travail et des problèmes de santé mentale, peut-être plus élargi, estimé en
Le chiffre que, bon, c'est vraiment incroyable, énorme, des 65 milliards d'euros. Donc, 3-4% du produit national brut. Peut-être de l'argent qui peut aller à la recherche. C'était intéressant. Si on peut traduire ça, dire, bon, ok, on va réduire les difficultés au travail, on va agir un petit peu, améliorer la qualité de vie au travail, et on gagne un petit peu pour la recherche. On peut proposer quelque chose comme ça, Grégory, éventuellement, au gouvernement. Et après, le stress lié au travail coûte aux entreprises et au gouvernement, bien sûr, de ces pays, 20 milliards d'euros en raison de l'absentéisme et des dépenses qu'il occasionne, donc dépenses, médicaments et d'autres choses. Donc voilà, c'est un phénomène qui est un peu inquiète. Donc on se doit un petit peu préoccuper de ça. Mais je vous présente ça parce que après on va voir. Mais le travail, c'est mal-être et souffrance. C'est toujours mal-être et souffrance. C'est seulement mal-être et souffrance. Bon, je ne sais pas. Ça, je ne vous le présente pas parce que c'est compliqué, mais je vous le présente ça, parce que c'est la définition de l'agence, éventuellement, vous le pouvez retrouver dans le diapo, ça c'est bien. Donc voilà, je l'ai pris, c'est la définition que j'ai prise toujours dans l'agence de la sécurité et de la santé, donc on cherche de se maintenir sur des définitions formelles. Donc, un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'un salarié a l'exigence posée par son environnement de travail et la perception qu'il a de ses propres ressources pour y faire face. Donc, là, signifie effectivement que le stress se base sur un déséquilibre. Donc, moi, je perçois que cette conférence, c'est pas adapte à mes compétences. Donc, je perçois un déséquilibre entre les compétences que j'ai et la demande que j'ai de faire cette chose-là. Et ça me va créer un petit peu d'anxiété. Bon, anxiété qui peut devenir, et vraiment, un peu de stress. Si les déséquilibres, je ne peux pas les gérer. Donc, il reste un déséquilibre, il reste quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et encore, termine la définition. Bien que le processus d'évaluation des contraintes et des ressources soit d'ordre psychologique, les effets du stress ne sont pas uniquement de nature psychologique. Et c'est ça, la côté, si vous voulez, mauvaise. Il affecte également la santé physique, le bien-être et la productivité de la personne. Et sur la productivité dans le sens du travail. Donc, signifie que moi, j'ai la perception de n'être pas capable de répondre à des demandes qui me sont faites par mon organisation, que je n'ai pas les ressources suffisantes, les ressources peut-être les compétences, peut-être les ressources émotionnelles, peut-être d'autres choses complexes. Et là, je vais me trouver dans une situation de déséquilibre. Comme je ne peux pas contrôler ça, je n'ai pas les capacités pour contrôler ça, je vais dans une situation de stress. Et cette situation me provoque, à long terme, bien sûr, aussi des conditions qui peuvent devenir des conditions qui impactent sur ma santé, donc sur les aspects physiques, donc sur le bien-être. Bon, je tombe malade, par exemple, ou je ne suis pas bien, je ne suis pas à mon aise, donc la productivité se baisse, j'ai des difficultés à me concentrer, par exemple, etc. Donc il y a une série de conséquences. Le troisième élément important à retenir dans la définition que nous avons vue, c'est qu'il y a les contraintes de travail, et les contraintes sont, comme on a eu, toute une série qui peut être la flexibilité à laquelle je ne suis capable de répondre, l'exigence de gérer des relations multiples, l'exigence des multitâches que je dois accomplir, toute une série de choses. Il y a l'état de tension, donc la tension qui est générée effectivement
ces déséquilibres, donc entre les contraintes et les ressources que je pense n'avoir pas pour répondre à ces contraintes, et les conséquences sont sur la santé et sur la productivité. Donc là sont les trois éléments. Bon, dans la recherche, au début, il y avait aussi toute une partie de questions qui s'étaient posées, par exemple, sur la personnalité de l'individu, sur certaines variables plus personnelles. Mais ça appartient un petit peu à l'histoire de la recherche, de la première partie de la recherche sur le stress. Bon, bien sûr qu'il y a aussi une évaluation de la personnalité ou de certaines variables de la personne, mais maintenant, on se concentre plutôt, les modèles qu'on utilise plus fréquemment, sur ces déséquilibres, donc sur la perception des contraintes et des ressources que je n'ai pas pour répondre à ça. Ça, c'est pour vous donner une autre idée de comment le processus se développe. Donc, les images ne sont pas les meilleures que je trouvais, peut-être, mais ici, il y a les contraintes et bien sûr les ressources. S'il y a un symptôme qui peut être un symptôme de tension qui s'appelle aussi l'état de stress aigu, donc c'est la réaction. Après, il y a une possibilité de passer au symptôme de décompensation, qu'il a un état de stress chronique. Là, semble qu'il y a une sorte d'adaptation de la personne. Mais le problème, c'est quand on passe à la syndrome métabolique et après à les maladies, à tous les types de maladies qui ont été classées par rapport au stress. Là, il y avait une chose qui était le temps, soit pas. Ah oui, il y avait une animation que je n'avais pas compris. Je ne me rappelais pas. Donc voilà, ça c'est le temps qui passe, donc à travers une situation de stress qui est permanente, donc n'est pas comme aujourd'hui pour moi. Si cette situation se répète continuellement tous les jours, mais ça bien sûr, il me provoque une situation de stress chronique et ça, il me peut mener effectivement à longtemps, pendant un certain temps, à une situation de maladie, donc vraiment de la situation qui peut nous préoccuper. Peut-être le symptôme de tension, état de stress aigu, peut-être plutôt normal dans une vie professionnelle, je pense qu'il passe fréquemment, mais sont les autres parties, les autres phases qui se déroulent dans le temps. Donc c'est la permanence d'une situation de déséquilibre que j'ai de difficulté à maîtriser. Voilà, quelles sont les questions plus fréquentes qu'on se pose, donc, qui se pose la recherche et bien sûr les interventions. Bon, il y a les facteurs individuels organisationnels à la base du stress. Bon, ça sont les questions de recherche. Comment on peut réduire les facteurs de risque? Ça, on a 47 risques, qui dit l'agence européenne. Il faut faire quelque chose pour le réduire, ces risques. Peut-être pour le mener avant, mais pas 47. Et quand les problèmes existent, comment on peut prendre soin d'eux? Donc, si on arrive au moment qu'on a le 28%, si c'est vrai, des travailleurs qui sont en situation de stress, mais là, il y a la manifestation de la problématique, problème. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut résoudre les problèmes? Et donc, on arrive à l'aspect de la prévention. Donc la prévention, c'est quelque chose qui nous plaît, hein? On s'intéresse plutôt à cet aspect parce que créer des conditions pour éviter qu'on arrive à une situation de mal-être, dans le travail, n'importe dans quel domaine, c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc comment on doit éventuellement éviter le problème? Il y a la manière pour éviter le problème concernant le stress. Oh, je pensais que vous voyez, mais c'était simplement pour, n'est pas parce que vous devez lire toutes les choses là-dessus, mais simplement pour vous donner l'idée de combien de facteurs ont été classés
effectivement comme facteur important dans un modèle qui c'est un modèle cognitif et conditionnel de stress au travail, un modèle comme des autres, sont plus ou moins le même dans le sens de l'équilibre et du rapport entre les ressources, les contraintes, etc. N'est pas le discours du modèle qui m'intéresse, mais m'intéresse vous montrer combien de facteurs. Donc, entre les sources, par exemple, ici sont placées sources extrinsèques et sources intrinsèques. Il y a la mauvaise condition physique du travail, l'ambiguïté du rôle, l'insécurité de l'emploi, l'iniquité de la paye, par exemple, du salaire, hein, l'ambiguïté, le conflit du rôle, la contrainte du comportement personnel, sur le comportement personnel, différentes contraintes. Il y a par exemple les contraintes du temps, le surcharge du travail, donc il y a vraiment une quantité énorme. Mais ce sont toutes des choses qui dans le travail sont normales, qu'il existe. On ne peut pas éliminer certaines conditions qui sont des conditions normales de travail. Hein? Donc là, on pose un petit peu quelques petites réflexions. Et après, si vous regardez les symptômes, bon, l'état dépressif, l'anxiété, l'irritabilité, la fatigue, l'épuisement professionnel. Après, il y a les somatiques, le douleur musculo-squelettique, le trouble dermatologique, le dysfonctionnement gastro-intestinal. Seulement à regarder cette liste, il me vient du mal, parce que le travail semble vraiment un lieu terrible. Hein? Bon, ça me préoccupe un petit peu, parce qu'à travailler, il faut travailler. Hein? Normalement, les gens doivent travailler. Donc c'est un peu préoccupant, effectivement, mais c'est vrai. Ce sont tous les symptômes et les signes aussi, les signes physiologiques qui sont liés au stress. Bon, c'est aussi vrai que quand vous avez quelque chose, vous allez avoir votre médecin et ne comprend pas ce que vous avez, il dit « ça c'est le stress ». Ça, hein, normalement, hein, c'est la réponse de certains médecins. Ah non, ça c'est le stress, vous êtes trop stressé. Donc c'est vrai que quelquefois, hein, on attribue au stress des choses parce qu'on comprend bien de quoi il s'agit. Et après, il y a toutes les maladies sur la santé de l'individu. Et regardez, il y a aussi la santé de l'organisation, ils l'ont appelé, signifie les conditions organisationnelles qui sont bien sûr conditionnées par le stress des individus. Donc le rendement, l'ascétéisme, le retard, l'accident, hein, mais aussi des comportements qui peuvent être des comportements d'incivilité, par exemple, de la part des personnes sur les autres. Voilà, c'est vraiment préoccupant. Donc, quels sont effectivement les facteurs? Alors, bon, qu'est-ce qu'on a classé? À quoi on peut attribuer un petit peu de responsabilité quand on parle de contexte organisationnel? Là sont les familles, les facteurs à l'origine de tous les risques psychosociaux, mais le stress est une partie bien importante des risques psychosociaux, donc on peut penser que pour le stress, ils sont plus ou moins les mêmes. Donc les exigences du travail et de son organisation, l'autonomie, ou la manque d'autonomie hein, comme facteur, le degré d'exigence au travail en matière de qualité de délai, vigilance et concentration requises, injonction contradictoire. Donc là sont des aspects qui concernent le travail, par exemple recevoir des demandes qui sont contradictoires sur des tâches, par exemple simplement, ça vient presque facilement. Ou après l'autonomie. Vous savez que l'autonomie, c'est une des caractéristiques la plus importante. Je la trouve toujours dans toutes les recherches, soit je fais des recherches sur l'innovation, sur le comportement d'innovation, etc. L'autonomie, c'est la variable qui est considérée la plus importante pour les travailleurs pour faire différentes choses. Par exemple, pour mettre en place des comportements proactifs et d'innovation, mais aussi, quand manque l'autonomie, c'est le premier élément qui est cité pour le mal-être des personnes. Donc,
je n'ai pas l'autonomie, la première chose. Donc il semble que l'autonomie, l'exigence d'autonomie, c'est effectivement très important. Et ça, je pense qu'il peut être lié aussi à la question de l'identité. Moi, j'ai besoin de me retrouver, que ça m'appartienne. Ça, c'est sur mon contrôle. C'est le contrôle du travail aussi. Donc, je peux contrôler mon travail. Ça, vraiment, je peux le faire. Il n'y a pas d'autre personne qui peut intervenir là-dessus. Donc, j'ai besoin d'autonomie. Je peux dire, ça, c'est moi que je le fais. C'est moi que je le contrôle. C'est moi que je peux effectivement répondre des résultats. Donc, ça, c'est extrêmement important. Après, il y a le management et les relations du travail. Donc, le management, comment les gens sont vraiment guidés, comment les gens sont dirigés. Et, par exemple, s'il y a la reconnaissance, par exemple, s'il y a le soutien de la part d'un supérieur, de la part des collègues, par exemple, un sentiment de justice, il y a, je me sens justement traité ou injustement traité, par exemple, et les relations avec les collègues. Après, bien sûr, il y a les personnes, on ne peut pas oublier, hein, mais pas seulement l'organisation, il y a les personnes, et les personnes ont des valeurs et des attentes. Donc des attentes par rapport à quoi ils désirent trouver dans le travail et quoi ils pensent de pouvoir donner au travail. Donc l'ensemble des compétences, les motivations qu'ils apportent, les valeurs qui quelquefois, s'ils sont vraiment en contradiction avec l'université, excusez-moi, avec l'organisation, ils peuvent vraiment donner des problèmes. Parce que la personne, ils se sont en conflit éthique peut-être. Donc là, effectivement, c'est compliqué. Et après, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et à la fin, les changements du travail, qui sont toutes les variables qu'on a dit avant. Donc, bon, la congestion du changement continu auquel on assiste maintenant dans les organisations, les nouvelles technologies qui vont prendre un petit peu plus de place peut-être que le passé, qu'on doit maîtriser, en tout cas, l'insécurité de l'emploi, les restructurations des entreprises, par exemple. Avant, on a un peu, comment on dit, cherché de diviser les organisations, maintenant on va les concentrer, on les va remettre ensemble. Donc ce sont des processus qui sont vraiment bien complexes et difficiles à gérer et à supporter. Donc voilà, il y a ces 4 familles, donc, dans les organisations, on peut dire que les exigences du travail, le management des relations, les valeurs et les attentes des personnes et les changements du travail sont à la base de difficultés et des risques qui peuvent en partie, bien sûr, peuvent provoquer le stress du travail. Donc, on peut faire quelque chose là-dessus. Alors, on arrive rapidement à la prévention. Bon, vous savez, on parle de prévention en disant qu'on a une prévention primaire ou à la source, éviter les sources de stress. Donc, par exemple, on va prendre l'organisation, on va voir que, effectivement, le management, c'est un élément qui peut produire une certaine conséquence sur le stress des travailleurs. Donc, quel type de management il peut provoquer et quoi provoquer, dans quel sens il va produire une situation de stress. Donc là, si on doit penser à une sorte de prévention primaire ou à la source, on doit agir là. On doit agir pour créer des organisations, des environnements, des situations qui sont producteurs de bien-être, si vous voulez, de bien faire au travail plutôt que de mal-être. Mais il y a aussi la prévention corrective au secondaire, et là signifie simplement limiter les conséquences sur la santé des personnes quand il y a déjà des symptômes. Donc quand on regarde qu'il y a des symptômes qui peuvent nous préoccuper, avant qu'il arrive dans des situations de maladie, par exemple, on doit agir là. Donc on doit savoir reconnaître les symptômes, bien sûr, et voir comment chercher de récupérer la situation à ce moment-là. Et après, il y a la prévention tertiaire, qui n'est plus vraiment prévention, à ce point selon moi, mais c'est éviter que la santé se détériore. Quand vraiment il y a la personne qui a déjà difficulté, la soigner. C'est dans ce sens.
Hein, par exemple, il y a dans certains pays qui ont mis des services de santé au travail à l'intérieur des entreprises pour donner aux travailleurs la possibilité à différents niveaux, de se faire voir, de parler, de vérifier, d'éviter d'arriver à des situations de stress, effectivement, dans la santé détériorée. Mais il y a aussi, dans la prévention primaire, secondaire et tertiaire, il y a aussi une autre vision qui sont la prévention plutôt organisationnelle, individuelle ou individuelle organisationnelle ensemble. Donc les organisations qui, par exemple, dans la santé, dans la prévention organisationnelle, cherchent d'éviter l'apparition des troubles en agissant sur l'environnement ou l'organisation de travail. Donc comment chercher de créer des organisations qui peuvent mieux s'adapter aux exigences des personnes, au travail des personnes, et chercher de le faire travailler dans un contexte qui est mieux, qui est plus cohérent avec les exigences du travail et des travailleurs. Donc c'est ça la prévention organisationnelle, chercher de créer des environnements qui sont bien pour mener les gens à une meilleure capacité, efficacité, sans risquer éventuellement le stress. Au niveau individuel, bien sûr, c'est plutôt chercher que les problèmes se manifestent. Donc, sur l'individu, quoi faire? Par exemple, demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent et comment ils travaillent mieux. Donc, c'est un peu simple dit comme ça, mais signifie simplement de voir quelles sont les compétences des gens, comment ils peuvent vraiment exprimer ces compétences dans un domaine et donner un résultat au travail qui les convient, comment trouver la manière pour le faire travailler dans un environnement qui est mieux adapté aux exigences qu'il a, selon ses valeurs, selon ses attentes éventuellement. Donc, signifie chercher de comprendre et de voir qui sont les travailleurs, s'il y a quelque chose qui vont de l'organisation et qui peuvent éventuellement aider l'organisation à organiser l'environnement plus cohérent et plus efficace pour le faire mieux travailler. Mais signifie regarder les gens, signifie aller vraiment à demander aux gens qu'est-ce que vous voulez, mais pas dans ces sens. Mais quand je vais faire une recherche dans une organisation et je vais voir quelle est la motivation des gens, quelle est son implication, quelle est l'intention de turnover, je vais demander aux gens de me dire quelles sont les conditions qui sont bien pour eux ou qui ne sont pas bien. Donc si l'organisation veut vraiment intervenir dans ces sens, il peut vraiment utiliser les résultats des recherches que nous faisons et dire, bon voilà, il y a une partie des gens qui aimeraient bien travailler dans une manière différente, ou qui serait mieux en travaillant, par exemple, si sera organisé avec un horaire, bon, je ne sais pas, dans l'après-midi et pas le matin. Hein? Je dis une chose juste pour dire. Donc là, effectivement, c'est, si vous voulez, un petit peu la valeur ajoutée de la recherche qu'on fait dans le domaine de la psychologie du travail et de l'organisation pour les organisations, pour l'aider à écouter les besoins, les attentes des gens aussi, pas seulement à savoir comment, au niveau de la structure organisationnelle, on doit réorganiser les choses. Pas seulement ça. On doit aussi voir qu'est-ce qu'il dit les personnes qui travaillent. Et après, l'idée, si vous voulez, la plus intéressante, c'est de traiter une prévention individuelle organisationnelle, signifie l'interface entre l'individu et l'organisation. Parce que c'est vrai que le résultat du travail que les personnes font dans l'organisation, c'est un résultat
d'une intégration entre les besoins et les attentes réciproques, les demandes et les ressources réciproques. Ça signifie que l'organisation propose des objectifs, ces objectifs doivent être réalisés, les personnes, ils proposent certaines compétences, certaines capacités, certaines manières de voir les choses. Et c'est à travers les attentes réciproques qu'on peut arriver à définir les objectifs de l'organisation à manière plus cohérente et efficace et pour les mener au but. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez, la meilleure possibilité de voir comment, avec les personnes que j'ai dans mon organisation, et après recruter les personnes que je décide de recruter dans le futur, comment je peux arriver aux objectifs en cherchant de faire rencontrer les attentes et les besoins réciproques des personnes de l'organisation. Donc, il s'agit d'adapter le salarié à son travail, et pourquoi pas le contraire. Normalement, dans la vision un peu déterministe, les organisations elles proposent des objectifs, des structures, des manières de faire le travail, et les gens ils se doivent adapter à ça. Mais n'est pas vraiment ça aujourd'hui, n'est pas vraiment toujours ça aujourd'hui, heureusement. Donc ça signifie qu'on doit travailler un peu sur la prévention individuelle organisationnelle. Donc, pour ce qui concerne l'organisation, c'est clair que prévenir le stress, c'est avant tout en mettant en place des modes d'organisation qui soient favorables à la santé physique et mentale des salariés. Ça, c'est clair, il n'y a pas d'autre possibilité. Par exemple, ce sont seulement des exemples, le travail en équipe, l'utilisation des compétences des salariés, parce que toujours ne sont pas bien utilisées, la marge de manœuvre suffisante, la participation des salariés aux décisions qui les regardent, effectivement. Donc il y a plusieurs possibilités, mais c'est toujours une responsabilité de l'organisation dans ce sens. L'organisation doit penser à des manières d'organiser le travail qui est plus correspondant aux besoins et aux compétences des personnes et bien sûr à la capacité des personnes de réaliser les objectifs de l'organisation. Mais je vais terminer rapidement sur ça. Je vais vous proposer une perspective qui est une perspective un peu plus positive, si vous voulez. Parce que vous vous rappelez, j'ai dit, mais alors le travail c'est mal-être et souffrance. Mais non, on n'est pas ça. Aussi, si c'est vrai qu'il y a 28% de personnes qui ne sont bien au travail, qui ont du stress, mais ça ne signifie pas que le travail en soi-même, c'est une souffrance. C'est la manière d'organiser le travail. C'est comment on organise les organisations et comment on utilise les personnes. Donc, voilà, le travail, c'est aussi du bien-être. Parce que le travail, il donne des satisfactions, fierté, l'affirmation de soi. Il y a beaucoup de choses qu'on prend du travail. Par exemple, le fait de montrer nos compétences, que nous, on est capable de faire quelque chose. C'est quelque chose qui nous apporte un plaisir énorme. Parce qu'il renforce nous, notre estime de nous, renforce notre compétence aussi. Donc, c'est extrêmement important. C'est vrai que travailler produit aussi la fatigue, mais c'est normal, aussi dans des conditions dans lesquelles on est toujours à la limite de notre possibilité. C'est toujours une anxiété qui nous arrive. Donc, par exemple, la manque de contrôle, quand ils nous demandent quelque chose que nous, on n'est pas capable de faire. Alors, bon, c'est bien que l'organisation m'aide à me former, éventuellement, si je ne suis pas capable de demander quelque chose que je ne peux pas arriver toute seule. Donc, un peu d'attention sur ça. Mais aussi, il y a la dévalorisation, et c'est plus fréquent que la valorisation, si vous voulez. La dévalorisation signifie que je ne demande pas à la personne d'exploiter tout son potentiel. Donc, signifie que moi, je peux me contenter d'un petit morceau de compétences, mais la personne peut faire beaucoup, beaucoup plus. Et donc, là, c'est également pénible comme le fait que je fais pression sur une personne. C'est la même chose.
Donc voilà, c'est clair qu'il y a aussi ce côté. Qu'est-ce qu'il y avait là? Donc le stress. Donc, il y a une double face du travail, ça c'est clair. On ne peut pas seulement se concentrer sur la côté noire, hein, sur la côté du mal-être, hein, parce qu'il y a une bien-être des individus, il y a une bonne efficacité, bonne performance, efficace performance organisationnelle, et de l'autre côté, bien sûr, il y a aussi la souffrance. Mais si on regarde les choses de cette manière, voilà, on doit regarder avec des objectifs, au moins des perspectives. Donc, où il est, pour moi, où il est la possibilité de faire quelque chose pour le stress, pour travailler sur les conditions de risque, pour travailler sur le mal-être, il y a un changement de perspective. Et la perspective, c'est prendre de la part organisationnelle et de la part des individus la perspective de l'enrichissement plutôt que la perspective de la manque. Donc, quand je vais regarder mes travailleurs, je me questionne sur comment je peux faire pour valoriser, pour enrichir le potentiel et la possibilité de mes travailleurs, aussi comme je peux améliorer mon organisation de travail pour permettre un enrichissement, plutôt que de partir de la manque. Qu'est-ce qu'il manque ici? Donc, se poser la question de comment je peux faire pour donner quelque chose qui manque. Non, la perspective, c'est de dire comment je peux faire pour enrichir, pour valoriser, pour trouver la manière pour augmenter le potentiel et la possibilité des gens de se développer, par exemple. Donc, c'est plutôt une orientation désir-objectif plutôt que de besoin. Je n'ai pas besoin de produire. Je vais arriver à produire de manière excellente. Alors, si je me pose dans cette perspective, je pose tous mes objectifs envers une perspective de développement et donc j'oriente un petit peu mon organisation et mes travailleurs envers l'objectif futur, envers l'enrichissement, plutôt qu'envers la manque. On n'a pas toutes les ressources, on n'aura jamais toutes les ressources nécessaires pour faire les choses. Donc on le sait très bien que les gens qui font des choses extraordinaires sont les personnes qui cherchent un peu de surmonter l'actuel, hein, de surmonter la vision d'aujourd'hui et d'aller un peu plus loin. Donc c'est plutôt sur la perspective de l'enrichissement, de ne garder pas la côté, si vous voulez, de la manque, la côté du mal-être, et de garder comment je peux arriver au bien-être, comment je peux créer la condition pour favoriser le bien-être, et bien sûr ça me mène, ça c'est clair, qui me mène à récupérer aussi une partie du mal-être qu'il y a. Donc, une orientation sur la valorisation, créer dans les organisations les conditions qui favorisent la satisfaction des attentes, des objectifs de la personne, les besoins de réalisation que les individus ont individuellement en équipe, le développement des compétences qui peut donner un sens au travail, donc récupérer le sens du contrôle, le sens des compétences, etc. Et de l'autre côté, des stratégies de gestion et de management qui doivent nécessairement être des stratégies multiples, parce que les organisations sont différentes à l'intérieur. Il y a beaucoup de diversité maintenant, mais pas la diversité culturelle, c'est la diversité d'âge, les plus anciens, les plus jeunes, la diversité des genres, par exemple. Il y a beaucoup de diversité. Et il y a des diversités aussi dans les attentes des personnes, dans les compétences des personnes. Moi, je suis différente de ma collègue, de l'autre collègue encore, aussi dans tout un ensemble de potentielles compétences que je peux exploiter. Donc, il faut voir les différences dans l'organisation et pas chercher de faire une gestion un peu en homogénéisant, comme c'est normalement fait, malheureusement. Donc, les questions sont comment changer d'orientation,
comment s'orienter plutôt sur le bien-être et pas sur le mal-être, quelles sont les conditions qui peuvent rendre un travail digne, satisfaisant et valorisant. Et ça, il va automatiquement diminuer les sources de risques psychosociaux de stress. Quelles sont les différences individuelles qui interviennent? Et heureusement, maintenant, on a plus des éléments pour répondre à ça. Comment rendre les organisations dédiées au travail pour satisfaire les attentes, les désirs, les objectifs des gens. Donc aussi les perspectives pour le futur. Ça, c'est la perspective que je propose. Ça va? Donc, à la fin, diminuer le risque psychosocial en général ou le stress ne veut pas dire nécessairement que la personne aura de la satisfaction. Donc, si je vais dire, bon, il y a un risque que, par exemple, un certain groupe de personnes, mon organisation, il va avoir du stress, donc je peux faire une prévention primaire ou secondaire, je vais éviter ça, mais ça ne signifie pas qu'ils seront satisfaits, que les personnes seront satisfaites. Ça ne mène pas nécessairement à ça. Mais si on travaille sur les conditions de valorisation, mais oui, parce que ce sont des conditions qui valorisent les personnes à manière différente, bien sûr, entre des différentes personnes, différents groupes. On ne peut pas valoriser toutes les personnes de la même manière, ça c'est clair, ont des exigences différentes. Mais là, oui, là va donner de la satisfaction. Et là, peut éviter effectivement de tomber sur des risques. Et donc sur le stress. Et voilà. Ça, je l'ai déjà proposé une fois, mais je vous laisse lire parce que moi, je l'ai trouvé par hasard, mais c'est bien. Moi, je pense que c'est bien. Je pense qu'il donne une petite idée du message. Hein? Moi, je pense qu'il a un peu plus que la pensée du travail là-dessus, mais je pense qu'il, dans une partie, c'est très bien. Elle, c'est aussi musicienne. Hein? J'ai découvert un peu, je ne la connaissais pas, hein? Ça a été vraiment par hasard. Donc voilà, et là, bon, je vous remercie. J'espère que, bon, je peux vous donner un peu de musique aussi pour terminer. Bon, voilà. Bon, merci. Hein. Pas vraiment pour moi parler de stress.